Troisième thème de ce récap donc d'aujourd'hui, la transition verte en Tunisie et en Afrique. Une étude stratégique qui renseigne sur la nécessité de l'Afrique d'accorder ses violons pour assurer sa pérennité. Les corridors énergétiques en Afrique, clés de l'intégration régionale et de la transition écologique. C'est l'étude réalisée par le Conseil d'affaires tuniso-africain. L'étude analyse le paysage énergétique africain. Elle examine le rôle stratégique des corridors énergétiques comme levier d'intégration régionale, de transition écologique et de repositionnement géologique. L'étude met en lumière comment les interconnexions transfrontalières peuvent répondre aux besoins énergétiques du continent. Elle met en relief le paradoxe africain. Alors que le continent recèle l'un des plus vastes potentiels énergétiques au monde, des millions de citoyens sont toujours privés d'électricité. Et le nouveau rapport révèle comment les corridors énergétiques pourraient transformer ce potentiel inexploité en moteur de souveraineté et d'intégration régionale. Pour en parler, nous avons avec nous Simon Khamfi, cofondateur du Conseil d'affaires tuniso-africain et l'un des auteurs de cette étude. Alors bonjour Simon et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire corridor énergétique? Alors, que veut dire corridor énergétique? Il se trouve que l'acception donnée à ce terme peut aller, en tout cas, d'une simple logique d'infrastructure transfrontalière en général, qui relie un ensemble de pays et qui permet un transfert massif d'électricité ou d'autres vecteurs comme le gaz ou l'hydrogène entre des zones de production excédentaire et des zones de forte demande. Et dans notre rapport, nous avons fait le lien entre la notion de corridor énergétique et la transition écologique et l'intégration régionale. Le rapport présente les corridors énergétiques en Afrique comme étant la clé de la transition écologique et de l'intégration régionale. Pourquoi? La thèse que nous avons défendue, en tout cas dans notre rapport, c'est que la transition écologique et l'intégration régionale dépendent, et en tout cas sont intimement liées à la géopolitique énergétique. Et de là est venu un certain nombre d'enseignements. Alors le rapport sur les corridors énergétiques en Afrique présente un certain nombre d'éléments factuels, de démonstration. D'abord, il commence par expliquer l'offre et la demande en énergie, en tout cas primaire, et aussi en électricité pour chaque pays et pour chaque région. Donc il y a toujours une double, en tout cas, analyse, une analyse par pays et une analyse par région, ce qui donne de la profondeur de champ pour pouvoir démontrer l'intérêt des corridors énergétiques. Ensuite, on a fait une sorte de ce qu'on appelle un classement, donc c'est une taxonomie, pour employer un terme un peu plus technique, donc une taxonomie énergétique après le profilage énergétique. Et avec cette taxonomie, nous avons essayé de comprendre quels sont les leviers d'équilibrage, alors entre l'offre et la demande, mais pas seulement. Il y a aussi l'équilibrage des bilans carbone, il y a aussi l'équilibrage de l'accès fiable à l'énergie. Et enfin, nous avons démontré l'intérêt des corridors comme des artères de développement, bien sûr en reliant l'énergie à d'autres piliers importants comme l'eau, comme l'agriculture, comme l'écosystème en général, qui englobe tout cela, afin de créer une dynamique de progrès et de croissance et d'inclusion dans toutes les régions africaines. Oui, la transformation écologique et industrielle souhaitée pour réussir l'intégration africaine n'est pas seulement une décision politique qui se décrète, vous en convenez, Silmanda. C'est surtout une prise de conscience collective et un engagement sur le terrain au niveau de tous les pays africains. Quels sont justement les préalables nécessaires pour réussir cet engagement? Est-ce qu'il y a une feuille de route réalisable pour parvenir à cet objectif stratégique? Alors, la transformation écologique et industrielle souhaitée pour réussir, alors non seulement l'intégration africaine, mais aussi la souveraineté énergétique en Afrique. Et cela ne se décrète pas, c'est une prise de conscience d'abord à l'échelle des pays, à l'échelle du continent,
Il y a un engagement sur le terrain au niveau de tous les pays, effectivement, et cela nécessite des préalables. Et ces préalables reposent sur trois ruptures systémiques, une rupture institutionnelle. On doit harmoniser les cadres réglementaires et les politiques énergétiques par pays, donc y compris la tarification par exemple, pour bâtir une architecture de confiance et surtout donner de l'attrait, hein, à l'investisseur, hein, pour soit s'engager pour améliorer la capacité de production, soit utiliser une capacité existante de production, voilà, qu'elle soit locale ou nationale ou régionale. L'autre rupture, elle est infrastructurelle. C'est en fait adopter des corridors qui relieraient non seulement l'énergie, mais aussi l'ensemble de ce que j'appelle le nexus Water Energy Food, hein, donc un écosystème, c'est le terme consacré. Et donc l'énergie deviendrait un pilier d'un nexus multidimensionnel qui va permettre non seulement de développer l'agriculture, et par-delà, on peut imaginer donc les débouchés industriels, hein, pour atteindre la souveraineté aussi, ou en tout cas l'autosuffisance alimentaire. Et la troisième rupture, elle est technologique, puisqu'il s'agit là de maîtriser des chaînes de valeur, qu'elles soient locales ou globales, pour soutenir les productions non seulement de produits de consommation, mais aussi de produits technologiques, de produits d'équipement, donc pour éviter la dépendance. Est-ce qu'il y a une feuille de route réalisable pour parvenir à cet objectif stratégique? Ah, bien sûr, il faut une feuille de route. Et la feuille de route ne peut être que continentale, avec des déclinaisons régionales et nationales. Et on a un point de départ qui est intéressant, qui est dans le master plan de l'Union africaine, donc au niveau de ce qu'on appelle les power pools existants. Il y en a 5 qui sont donc bien décrits dans le rapport, pratiquement un power pool par grande région. L'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Oui. Réussir la transition de l'Afrique vers une économie décarbonée est un objectif stratégique qui requiert de gros moyens. Quelles sont les priorités d'investissement que les décideurs doivent adopter? Bien entendu, cette feuille de route ne peut fonctionner que s'il y a, ou si on dispose d'un système financier capable d'irriguer ce compartiment, ou cette classe d'actifs, pour accélérer les investissements de qualité et aboutir le plus vite possible à un marché africain intégré de l'électricité, même si on imagine déjà qu'il serait multipolaire. Donc il y aurait éventuellement un marché par région ou par grande région. Par où commencer? Alors, comment réussir la transition de l'Afrique vers une économie décarbonée? Par où commencer? C'est la vraie question. Et l'investissement ne doit pas se focaliser uniquement sur l'accès domestique, mais sur aussi la demande qualitative industrielle, la demande globale, et c'est ainsi qu'on va pouvoir justifier un certain nombre d'investissements. Si on se fixe comme objectif juste de couvrir les besoins existants et en tout cas monter en puissance en fonction de la demande locale, on va mettre beaucoup trop de temps, mais s'intégrer dans des corridors globaux et se dire on va profiter de la demande mondiale pour développer localement une offre de qualité profiterait aussi avec un système peut-être derrière d'ajustement et de tarifs, hein, et de prix, hein, sur l'électricité par exemple, qui pourrait profiter aux industries locales et bien sûr à la population africaine. Quelles sont les priorités d'investissement que les décideurs doivent adopter? Alors, trois priorités d'investissement que je trouve important de rappeler. C'est d'abord les interconnexions manquantes, hein, les missing links, où il y a des tronçons aujourd'hui qui sont manquants entre les power pools qu'il va falloir débloquer pour accélérer les échanges, hein. Donc je pense notamment à l'interconnexion entre l'Éthiopie et le Kenya. Bien sûr, il faut aussi accélérer l'infrastructure de stockage, hein, pour améliorer en tout cas l'offre et la fiabilité de l'offre en électricité, notamment lorsque
les réseaux sont adossés à des énergies intermittentes et bien sûr les smart grids qui sont là pour améliorer la qualité de service, notamment sur les énergies renouvelables et garantir une énergie fiable, en tout cas au niveau de l'accès et au niveau de la qualité et de la couverture pour l'ensemble du territoire. Alors, les interconnexions transfrontalières ont besoin de technologies de pointe. Quelles sont ces technologies et comment en bénéficier? Un gros défi se pose au niveau du capital humain et là, on doit soutenir les centres de formation professionnels, mais aussi la R&D locale, la R&D africaine qui ne peut qu'être utile et pertinente pour tenir compte des contingences locales et maîtriser les technologies qu'on développerait donc sous le label Made in Africa Green avec tout ce que cela doit comporter comme écosystème d'innovation. Oui, justement, quel est l'intérêt d'intégrer la dimension stratégique de production de l'énergie dans un cadre de transformation écologique et industrielle? La transformation écologique et industrielle ont un rôle pivot dans le développement des corridors énergétiques en Afrique. Eh bien, notre vision, en tout cas celle que nous avons voulu partager à travers ce rapport, c'est que sans elle, les infrastructures risquent de n'être que de coûteuses lignes de transport d'énergie, de molécules et d'électrons. Alors l'intérêt d'intégrer ce niveau en tout cas de vision stratégique, d'apporter de l'énergie, mais aussi dans un cadre de transformation écologique et industrielle, est double. Et l'intérêt donc peut s'articuler autour de la finalité de l'énergie, changer la finalité de l'énergie. La transformation écologique et industrielle élève l'énergie du statut de simple service public, donc objectif accès à prix maîtrisé, à celui de facteur de production stratégique, où là l'objectif deviendrait la compétitivité. Et pour réussir l'industrialisation, l'Afrique a besoin d'énergie non seulement propre, mais surtout fiable, abondante et au coût le plus bas, à moindre impact. Les corridors sont la seule infrastructure capable de garantir cela en mutualisant les ressources régionales. Donc résoudre l'équation offre-demande à l'échelle nationale est moins en tout cas intéressante que de la porter, donc de porter cette équation à l'échelle régionale, voire continentale. L'autre intérêt, c'est d'activer la souveraineté productive. Alors, ce que j'appelle souveraineté productive, c'est en fait garantir une énergie compétitive et décarbonée. La transformation écologique et industrielle est justement un élément clé pour permettre à l'Afrique de maîtriser ses chaînes de valeur, de les internationaliser, au lieu de continuer à exporter uniquement des matières premières. Elle peut transformer localement, que ce soit par exemple de l'acier vert, des engrais, des composants de batterie, etc. Et tout cela serait sécurisé par des corridors qui justifieraient ce genre d'investissement. Et on commence à voir des exemples. Aujourd'hui, pas mal de pays africains commencent même à interdire l'exportation de matières premières brutes. Il leur faut bien sûr une stratégie énergétique ou d'accès à l'énergie pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Voilà, en somme, les corridors sont l'outil physique et la transformation écologique et industrielle et la stratégie économique qui fait de l'intégration énergétique un levier de puissance et de prospérité. Et la Tunisie dans tout ça, quelle sera notre place dans ces corridors et dans quelle mesure est-ce qu'on peut en tirer profit pour bâtir une économie bas carbone et consacrer le principe de la souveraineté énergétique? Alors la Tunisie dans tout ça, oui, c'est une excellente question. Bien sûr, dans quelle mesure notre pays peut tirer profit de cette dynamique de corridor? Bien d'abord, il faut rappeler le rôle géostratégique de premier plan de la Tunisie. Elle est géographiquement et historiquement une passerelle entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Et elle peut s'appuyer sur déjà des interconnexions qui ont bien marché entre la Tunisie et l'Algérie. Il y a des interconnexions entre l'Algérie, en tout cas la Tunisie pardon, et la Libye. Il y a aussi d'autres interconnexions en place déjà. Et nous avons aujourd'hui un projet
important d'interconnexion avec l'Italie, donc le projet ELMED, qui place le pays au cœur d'un futur corridor méditerranéen d'exportation d'énergie verte, en tout cas d'échange d'énergie verte, parce que c'est un corridor qui est ouvert dans les deux sens, donc il peut permettre de couvrir les pics dans les deux sens, et c'est tout à fait souhaitable vu les fluctuations dans la production et dans la demande. Et bien entendu, ça a beaucoup d'impact sur d'abord l'exportation, parce que la Tunisie pourrait exporter de l'énergie verte vers l'Italie, ce qui peut augmenter la balance commerciale vis-à-vis de l'Italie, mais pas que. Ce corridor peut être aussi un vecteur d'exportation de produits agricoles, parce qu'on va pouvoir peut-être mieux maîtriser la chaîne de froid grâce à de l'électricité à bas coût en Tunisie, et surtout décarbonée, qui est une exigence aujourd'hui pour entrer sur les marchés européens. Donc vous voyez, ce qu'on appelle le spillover effect peut être très très important. Et ça aura aussi un autre effet sur l'interconnexion régionale, donc le North African Power Pool qui relie le Maghreb, qui peut être aussi accéléré grâce à cette interconnexion européenne, en tout cas transméditerranéenne. Voilà, donc tous ces éléments se trouvent dans le rapport qui se termine avec un certain nombre de recommandations que je garderai quand même bien sûr pour le lecteur une fois le rapport publié. Et sachez que nous serons très heureux de continuer de toute façon à utiliser ce rapport comme un élément de dialogue entre pays africains sur la géopolitique énergétique et la souveraineté africaine d'une manière générale. Voilà, merci beaucoup Silmanda pour toutes ces précisions et à bientôt. Je vous remercie.